Assassinat du député national Chérubin Okende, les conclusions de la Cour de cassation ne cessent de susciter des réactions. Le porte-parole de Ensemble pour la République, son parti politique, parle de déni de justice. Et puis la BAD prévoit un financement à hauteur de 150 millions de dollars américains, cela pour booster le commerce intra-africain, une dynamique qui conforte les objectifs de la ZLECAf. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'informations sur Géopolis Télévision. La famille de Chérubin Okende veut avoir accès à tous les procès-verbaux et pièces du dossier sur la mort de l'ancien ministre. Elle a saisi le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Elle veut faire rebondir le dossier, je cite, en interne et au niveau international. La famille de Chérubin Okende qualifie le verdict rendu public jeudi par la justice de conclusion ahurissante. Et puis dans la même veine, je vous propose de suivre la réaction du porte-parole d'Ensemble pour la République, parti auquel il appartenait, parti auquel appartenait feu Chérubin Okende. Hervé Diakissé parle de déni de justice. Suivez. D'indignation face à une situation qui est claire, c'est un déni de justice. Pourquoi s'abstient-on de rendre public le rapport d'autopsie? Restons factuels. Ni le procureur général de la République qui a conclu au suicide, ni qui que ce soit d'autre n'a assisté aux derniers instants de Chérubin Okende, hormis les assassins. Mais dans ce cas, seuls les médecins légistes, après un rapport d'autopsie, peuvent déterminer les causes de la mort et les circonstances de la mort. Le procureur général de la République conclut au suicide, mais il ne nous dit pas il suicide par quoi? Par strangulation, par asphyxie, par balle, et tout ça, il ne nous le dit pas. Il conclut au suicide parce que comme ça lui permet de clôturer l'enquête judiciaire. Mais que fait alors les gardes du corps de Chérubin Okende en détention jusqu'à aujourd'hui? Donc clairement, nous sommes face à une situation où les autorités congolaises ne veulent pas de la manifestation de la vérité dans l'assassinat de Chérubin Okende. On va passer à un autre chapitre, initialement prévu pour ce vendredi 1er mars. La date de la clôture de dépôt des candidatures à l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces est reportée au 8 mars. Parmi les raisons de ce report, il y a notamment la recherche d'une inclusivité plus large et les contraintes d'ordre financier. C'est ce que renseigne un communiqué de la CENI publié ce vendredi 1er mars. Elle appelle par ailleurs les partis et regroupements politiques à s'assurer que le formulaire et les pièces en annexe dûment signées ont été bel et bien déposées. Parlant de l'élection des gouverneurs, la Ligue des femmes de l'UDPS apporte son soutien au candidat gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Ces femmes qui se sont réunies ce jeudi se disent convaincues de son plan d'action pour la gouvernance de la capitale congolaise. Elles ont formulé leur message de soutien dans une déclaration adressée au secrétaire général de leur parti. Le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social, ville de Kinshasa, se met déjà en ordre de bataille pour la course au gouvernorat de Kinshasa qui pointe à l'horizon. Après les parlementaires debout et les présidents des 4 fédérations de la ville-province, c'est le tour de la Ligue des femmes de l'UDPS Kinshasa de soutenir la candidature de Daniel Bumba Lubaki à la tête de l'ex-Léopoldville. Ces femmes l'ont dit dans une déclaration adressée au secrétaire général Augustin Kabouya. Ça, c'est le moment de la fédération de Kinshasa, toutes les fédérations de Kinshasa, des ligues des femmes et UDPS. Nous sommes venus soutenir la candidature de notre fils, notre grand frère, Daniel Bumba, au poste de gouverneur de la ville de Kinshasa. Suivant son plan d'action, nous les soutenons et nous demandons aussi à notre secrétaire général d'écouter et d'agréer notre demande. Les femmes de l'UDPS de toutes les fédérations de Kinshasa reconnaissent en Daniel Bumba Lubaki la qualité de fils maison à même d'apporter un vent nouveau à la tête de la ville de Kinshasa pour la réussite du nouveau mandat du président de la République. Vi plan ya Daniel Bumba total que plan na eza kitoko soki lelo Daniel Bumba azwi musala abapesi musala wana ville province ya Kinshasa ekobonga Kinshasa be eko genga bien.
Le plan d'action du candidat gouverneur Daniel Bumba Lubaki, qui a mis toutes les structures de l'UDPS Kinshasa d'accord, contient 7 axes prioritaires, répondant ainsi aux 6 engagements du président de la République Félix Tshisekedi pour son deuxième quinquennat, à en croire son auteur. L'objectif ici, c'est de rendre Kinshasa véritablement moderne. On va rester dans ce chapitre électoral. Le gouverneur, maire de ville, bourgmestre et chef de secteur élus et validés ne doivent pas gérer les affaires courantes. Ils sont frappés par le régime d'incompatibilité. C'est le rappel à l'ordre du VPM en charge de l'intérieur et sécurité, Peter Kazadi, qui demande aux vice-gouverneurs ainsi qu'aux adjoints des maires des villes, des bourgmestres et des chefs de secteur d'assurer l'intérim suite à la validation de mandat de leur titulaire après élection du 20 décembre 2023. Et puis, on va aller en province Saké, au Nord Kivu. À mesure que les affrontements s'intensifient, les populations fuient leur domicile. La violence est âpre. À Saké, la localité qui se situe à 25 km de Goma, se voit vidée de ses populations. Nous avons recueilli des témoignages des déplacés en proie à la famine et livrés à eux-mêmes. Ils exhortent les autorités à mettre fin à la guerre. Je vous propose de suivre en exclusivité le témoignage d'une femme de Saké qui a trouvé refuge à Goma. Je viens de la localité de Saké. Nous avons fui la guerre. Il y a eu des bombes qui ont été larguées sur nous. Certains en sont morts, mais il y a eu aussi des blessés. Ça a été très violent. C'est pourquoi nous nous réfugions ici à Goma. Nous avons fui Saké. Il y en a qui ont fui la localité de Chacha et ceux qui ont fui la localité de Buunga. Nous avons été victimes du bombardement du M23. Nous sommes venus à pied. Nous sommes partis de nos localités seuls avec nos enfants, sans avoir rien emporté. Nous sommes partis de Saké à 5 heures et c'est seulement à 18 heures que nous sommes arrivés à Goma. 18h à Mangarubi. Cela a été pénible de voyager sans manger ni boire. La vie est très difficile ici. Nous appelons les autorités de nous venir en aide. Devant l'urgence, nous avons choisi de sauver nos vies d'abord. J'étais cultivatrice, mais j'étais aussi conseillère chargée de la sensibilisation pour la préservation de l'eau potable. Mon travail, c'est de sensibiliser les femmes pour ne pas gaspiller l'eau potable. Ma seule prière est que les autorités mettent fin à la guerre. La guerre a coupé plusieurs routes, par exemple la route de Minova, celle de Kichanga ou celle de Mweso. C'est ce qui accentue la famine. Le M23 a coupé la route, on ne peut plus aller dans les champs et le prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté. Et puis, on revient à Kinshasa. Les prix des produits des grandes consommations vendus dans la capitale en République démocratique du Congo haussent sur les différents marchés de la ville pour la période allant du 25 janvier au 23 février 2024. A-t-on constaté sur terrain? Suivez le reportage de Francine Moukeba, Giscard Tamba et Patience Lokeke. Les prix des ingrédients de grande consommation vendus à Kinshasa, à l'ouest de la RDC, sont en hausse sur les différents marchés de la ville. Selon cette enquête, il a été relevé qu'une caisse de tomates en provenance de la ville de Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central, à l'ouest de la RDC, qui coûtait 40 000 francs congolais, est revendue à 150 000 francs congolais. Selon la source, la caisse de tomates paumées en provenance de la ville de Kasangulu, dans la province du Congo central, qui coûtait 65 000 francs congolais est vendu à 90 000 francs congolais, soit 32,72 $ américains. Et un sac de solanium, connu sous le nom de Solo, en provenance de Sekebanza, est passé de 78 000 francs congolais à 85 000 francs congolais, soit 30,90 $ américains. Au cours de cette même période, le filet de ail de 10 kg en provenance de l'Europe est passé de 60 000 francs congolais à 70 000, soit 25,45 $ américains.
américain. Un sac de gingembre appelé communément Tangawisi en provenance des Kimpese est passé de 100 000 francs congolais à 110 000 francs, soit 40 $ américains. Cette augmentation de prix est observée également sur d'autres pistes de grande consommation, telles que le ciboulette et les céleris. Cette hausse est due à la dépréciation de la monnaie par rapport au dollar américain selon le marchand rencontré. Les haricots qu'on achetait à 60 $ ou 65 $ en ce moment coûtent 240 $ à 260 $. Cela provient de Goma, Beni et Kisangani. Les conséquences, on ne le sait pas. Le pays ne va pas bien. Il y a hausse de prix parce qu'il n'y a pas de transport. Il y a carence des choses. Chacun, dès qu'il arrive avec sa marchandise, il fixe les prix de son choix. Il n'y a plus un prix fixe. Je vends des poivrons, aubergines et tomates. On achète cela à 170 000 francs. Avant, cela coûtait 40 000 francs ou 50 000 francs. Le prix ne baisse plus. Vous-même, vous pouvez le remarquer que l'État voit la situation car il n'y a pas d'argent qui circule. Cette hausse est due au caractère saisonnier et au transport de produits de cette production vers le centre des consommations consécutives, au délabrement des routes des dessertes agricoles et aussi à la dépréciation des francs congolais par rapport au dollar américain. D'une province à l'autre, plusieurs camions transportant des marchandises en provenance de la localité frontalière de Kalambambouji, en territoire de Luiza, dans la province du Kasaï central, sont bloqués sur cette route en terre battue, longue de plus de 200 km. Suivez. Il y a plus de 2 semaines que de véhicules de transport sont immobilisés sur ces tronçons à cause de son état de délabrement. Des bourbiers et des nids de poules disséminés ne facilitent pas la tâche aux chauffeurs de camions. Conséquence, la hausse des prix de biens de consommation et d'autres produits manufacturés s'est fait sentir sur le marché des Kananga. Contactés, certains responsables de l'entreprise chargés d'exécuter les travaux sur cette route indiquent le plus abondant handicape le travail. Pour la société civile, petite et moyenne entreprise, la route Kalambambouji s'est transformée en un véritable cauchemar. La route Kananga-Kalambambouji, dite route de l'espoir, s'est transformée plutôt en un véritable cauchemar. Tous les espoirs se sont envolés. La route qui a été conçue dans le sens d'ouvrir les Kasaï au monde, avec un accès facile aux mers, permettre les Kasaï d'avoir la connexion avec l'extérieur, la fluidité des opérations. Cette route qui a juste été ouverte en terre battue n'a jamais été construite selon les normes de l'art et à l'heure actuelle se trouve en état de délabrement très avancé. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait enregistré de cas d'accident, de véhicules qui se renversent, des morts d'hommes, des pertes. Et à chaque 20 mètres, 10 mètres, ce sont des ravins, ce sont des bains de cochons, ce sont des nids de poules, ce sont des boues insurmontables. Ceci entraîne inéluctablement des manques à gagner énormes. Pour rappel, au moment où cette route a été fréquentable, dans un premier temps, les ciments, les sacs de ciment de 50 kg se vendaient à Kananga jusqu'à 15 $. Jusqu'à 15 $. Aujourd'hui, les sacs de ciment coûtent 100 à 110 000 francs sur la ville de Kananga. Et les plaidoyers ont été portés à haut niveau, déjà à la présidence, pour que cette route soit entretenue avec la complicité de BSECO. Pour rappel, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait lancé le 10 septembre 2023 les travaux de la réhabilitation et de modernisation de la route Kananga-Kalambambouji. Longue de 230 km, cette route est d'une importance particulière parce qu'il s'agit de la porte d'entrée du Kasaï au port angolais de Lobito.
Et puis, on va prendre cette brève en sport. L'AS Maniema Union de Kindu a battu l'AS Dauphin Noir de Goma 2-0 au stade Joseph Kabila de Kindu en ouverture de play-off des Ligues nationales de football 2023-2024. Gauthier Pembele de l'AS Dauphin Noir a inscrit un but contre son camp pour l'AS Maniema Union à la 16e minute et à la reprise, Jefte Kitambala a alourdi le score, c'était à la 59e minute. Nous sommes toujours en sport. Le tout-puissant Mazembe sera reçu ce samedi 2 mars dans la ville de Pretoria par Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud en match comptant pour la 6e et dernière journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. L'enjeu de cette rencontre est donc la première place du groupe entre ces deux équipes déjà qualifiées pour les quarts de finale. Blessed Kuzola nous en dit plus. Mamelodi Sundowns reçoit le tout-puissant Mazembe samedi 2 mars 2024 à 13h GMT pour une rencontre qui mettra aux prises les deux formations qualifiées du groupe A qui n'ont plus qu'un seul objectif dans cette phase, s'offrir la pole position. C'est au Tshwane Lucas Mater-Spiers Moripe Stadium dans la banlieue de Pretoria que se jouera cette rencontre à 15h heure de Lubumbashi et 14h à Kinshasa. C'est le troisième stade désigné après les Loftus et les FNB Stadium. Pour une première fois depuis 4 ans, le Corbeau, qui seront en quart de finale de C1, voudront bien boucler la phase la plus longue de la compétition. Pour ce choc entre les deux équipes ayant le même nombre de points, 10 chacun, le Marocain Jalad Yahed a été désigné par la CAF pour le rôle d'arbitre central. L'homme en noir de 36 ans qui a fait plusieurs apparitions à la dernière CAN sera assisté par ses compatriotes Zakaria Brinsi, Hamza Nasri et Karim Sabri. Le Mauritanien Ahmad Nazir Ossem sera le commissaire au match. Alors que la rencontre devrait dans un premier temps se jouer dans l'antre du club sud-africain, c'est finalement le Tshwane Lucas Mater-Spiers Moripe Stadium de Pretoria qui a été exceptionnellement approuvé par l'instance pour l'opposition entre ces deux géants africains. Le tout-puissant, l'impossible n'est pas Mazembe. Voilà, c'est après cette information sportive que nous allons passer à la page internationale. Je l'ai dit en titre, un financement de 150 millions de dollars américains a été approuvé par la Banque africaine de développement BAD en sigle pour stimuler le commerce intra-africain, promouvoir l'intégration régionale et contribuer à la réduction du déficit de financement du commerce en Afrique conformément aux objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine. Suivez nos amis d'Afrique 24. La communauté de développement de l'Afrique australe SADC reste confrontée à un fléau économique majeur, la pêche illégale. Cette pratique clandestine et dévastatrice entraîne des pertes financières colossales estimées à environ 23,5 milliards de dollars annuellement, sapant ainsi les ressources marines vitales de la région. Toutefois, ces pertes économiques restent encore difficiles à estimer. De mon point de vue, cette situation est motivée d'abord par le fait que les espaces à contrôler sont énormes. Deuxièmement, les États qui doivent contrôler ces espaces n'ont pas assez de moyens pour procéder à des contrôles et des surveillances efficaces. Troisièmement, la communauté économique régionale dont il est question ici, notamment la SADC, est la plus immense en termes de communauté économique régionale avec 16 pays membres. Il n'est pas sans savoir que les effets de la pêche illégale sont une menace sérieuse pour les États côtiers de la SADC. La diminution des stocks de poissons met en danger leur communauté. Ce sont 26 millions de tonnes de poissons qui sont pris illégalement dans cette région par an. Il sera question pour la SADC forcément de mutualiser les ressources. Deuxièmement, en mettant en place une brigade de contrôle des côtes. Deuxièmement, doter cette brigade de contrôle des côtes d'une unité aéronavale. Troisièmement, mener également des campagnes ou à tout le moins durcir la réglementation, c'est-à-dire la loi va être extrêmement durcie.
En agissant de manière résolue, la SADC peut non seulement protéger les ressources marines, promouvoir la durabilité environnementale et soutenir les communautés côtières qui dépendent de la pêche pour leur subsistance. Un pays comme l'Angola reste impliqué dans le renforcement des efforts de lutte contre la pêche illégale. C'est dans ce cadre que le pays a initié une formation initiale des inspecteurs dans le cadre du projet Stop Atlantico pour lutter contre la pêche illégale. L'objectif est d'améliorer la qualité de la visualisation des délinquants. Voilà, c'était pas un reportage sur l'Afrique et la BAD, mais c'était un reportage sur l'Afrique australe. On va parler de l'Algérie qui cherche à se positionner comme un fournisseur essentiel de gaz naturel. L'Algérie accueille déjà dans sa capitale Alger les dirigeants de 13 autres pays dont la Russie, l'Iran, le Qatar et le Venezuela pour une rencontre internationale liée à cette matière, alors que l'industrie est confrontée à la baisse de la demande de pétrole et de gaz et à une nouvelle concurrence de sources d'énergie, de ressources énergétiques et des ressources d'énergie renouvelable. Blessid Kouzoula. Ce sommet offrira aux participants la possibilité de coordonner les investissements et les liens avec le pays acheteur et de développer davantage les capacités de production. Les responsables ont également indiqué que le sommet sera l'occasion de présenter le rôle croissant de l'Algérie en tant que fournisseur d'énergie sûre et fiable. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a déclaré dans un message publié sur le site web du sommet que le gaz naturel est de plus en plus demandé en tant que source d'énergie cruciale pour le développement socio-économique, étant l'une des principales sources d'énergie alternative propre et respectueuse de l'environnement. Alors que les pays européens tentent de se sévrer de l'énergie russe, l'Algérie s'est imposée comme le deuxième fournisseur de gaz par gazoduc du continent après la Norvège. Elle est le premier fournisseur de gaz de l'Espagne et de l'Italie. L'entreprise publique algérienne Sonatrach a récemment signé un accord pour vendre du gaz naturel à l'entreprise allemande VNG. Cependant, des vents contraires persistent. Malgré des plans ambitieux d'augmentation de la production d'ici à 2030, l'Algérie a eu du mal à livrer plus de gaz à l'Europe au rythme promis. Sonatrach continue de faire face à des besoins en infrastructure, au ralentissement de la demande de gaz et à la nouvelle concurrence des pays comme le Qatar et les Émirats arabes unis. La population croissante de l'Algérie devrait également accroître la demande d'énergie, à l'instar de l'Égypte, le pays le plus peuplé du monde arabe. L'Algérie a pris des mesures préliminaires pour investir dans les énergies renouvelables, en particulier l'énergie verte à base d'hydrogène, mais elle continue d'investir massivement dans le combustible fossile. Les revenus du pétrole et du gaz ont représenté 38% du budget du pays entre 2016 et 2021, selon le chiffre de la Banque mondiale. La fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Assassinat du député national Chéribin Okende, les conclusions de la Cour de cassation ne cessent de susciter des réactions. Le porte-parole de Ensemble, son parti politique, parle de déni de justice. À l'international, nous avons parlé de la BAD qui prévoit un financement à hauteur de 150 millions de dollars américains pour booster le commerce intra-africain, une dynamique qui conforte les objectifs de la ZLECAf. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.